Eh bien, je propose que l'on commence. Donc, merci à tous et à toutes. Je me permets d'ajouter quelqu'un. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Le Guénic, l'animatrice de l'ATBVB, l'Association des techniciens de bassin versant breton. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde me connaît parmi les participants. Donc, bienvenue sur ce webinaire sur l'organisation et le fonctionnement de la justice en cas d'infraction au Code de l'environnement. Donc, avec pour intervenante Solène Briand de l'OFB, qui je te laisserai te présenter, bien évidemment. Je rappelle juste une petite règle pour garantir un peu le bon déroulement de ce webinaire. Comme on est assez nombreux aujourd'hui, on propose des temps dédiés aux questions-échanges pendant l'intervention. Donc, vous pouvez soit rédiger vos questions dans le chat, comme d'habitude, ou alors, au moment de ces temps dédiés, vous pouvez tout simplement désactiver votre micro et poser votre question oralement. Je rappelle aussi que ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur le site internet de la TBVB. Donc, si vous le souhaitez le revoir. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, merci à tous et je vous souhaite de passer un bon webinaire et je te laisse la parole, Solène. Oui, merci. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, effectivement, Solène Briand, je suis magistrate actuellement en position de détachement auprès de l'Office français de la biodiversité depuis septembre dernier. Et j'ai exercé auparavant pendant 7 ans en tant que substitut du procureur. J'ai exercé d'abord dans le Pas-de-Calais et ensuite j'ai exercé pendant 4 ans jusqu'en août 2025 au parquet de Brest où j'ai pu traiter notamment, donc entre autres attributions, je traitais le contentieux environnemental, les infractions en matière environnementale. C'est d'ailleurs au titre de ces précédentes fonctions que j'ai été mise en relation avec l'association des techniciens de bassin versant breton. Donc j'ai eu l'occasion de traiter dans le cadre de mes précédentes fonctions des procédures, des infractions en matière environnementale, de participer à l'animation d'une politique pénale environnementale. Et aujourd'hui, quelques mots sur ma position actuelle. Donc, je suis détachée au sein de l'OFB, au sein de la direction nationale à Vincennes, et je suis chef du service national d'enquête et de contrôle. Donc, il y a un service à compétence nationale de l'OFB où exercent des enquêteurs qui traitent. Alors, il y a différentes missions de type formation continue et initiale, établir des instructions en matière de police judiciaire. Et par ailleurs, le service a des missions opérationnelles importantes avec de la participation à des enquêtes qui peuvent concerner voilà, des ressorts enfin plusieurs départements, des ressorts géographiques larges qui justifient que ce soit le service national qui s'en saisisse. Donc voilà, j'y exerce depuis 6 mois. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, ma présentation, je la fais plutôt au titre de mes précédentes fonctions, puisque je vais évoquer avec vous l'organisation de la justice de façon générale. La demande qui m'a été faite, c'est de revenir, puisque j'ai cru comprendre que dans vos fonctions, vos attributions font que vous avez des parcours qui sont plutôt des parcours scientifiques, pas de juristes, et donc avec un besoin, en tout cas c'est ce que je vais faire, de repréciser les fondamentaux de l'organisation judiciaire en France, et je vais également revenir de façon plus détaillée sur le traitement des infractions en matière environnementale et les attentes d'un parquet en la matière, avec des exemples que je pourrais donner. Et je suis également je suis là. L'idée, c'est que je puisse faire des pauses régulières, que vous puissiez soumettre vos questions générales ou situations pratiques. Alors, je vais pas forcément vous dire, j'aurais pas forcément de réponse à tout et sur comment traiter telle ou telle situation, mais voilà, n'hésitez pas. L'objectif, c'est aussi que je laisse un temps suffisant pour qu'on puisse avoir des échanges sur les situations que vous rencontrez.
Donc je vais commencer par l'organisation judiciaire, l'organisation de la justice en France. Alors je reviens sur une distinction fondamentale, mais pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on distingue. Donc il y a deux ordres de juridiction en France, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. L'ordre administratif, donc ça je pense que vous l'avez en tête, les tribunaux administratifs, et puis ensuite on a tout le niveau appel, Cour suprême avec le Conseil d'État, a pour vocation de juger les contestations qui portent sur des actes émanant de l'administration, de collectivités, voilà, des préfectures, etc. L'ordre judiciaire, lui, va traiter donc tout ce qui est le droit privé, avec une partie de droit pénal, donc traitement des infractions, et une partie de droit civil, là c'est les litiges entre particuliers. J'évoque cette distinction parce qu'en matière environnementale, on va avoir des dossiers qui vont relever de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire. Et d'ailleurs, une même situation, je pense à une installation classée pour l'environnement, peut faire l'objet de recours devant un tribunal administratif si on attaque, par exemple, une association vient attaquer une autorisation qui aurait été octroyée par la préfecture ou par une collectivité. Là, on va être dans l'ordre administratif et une ICPE qui ferait l'objet voilà, d'une contestation de son arrêté d'autorisation qui est à l'origine d'une pollution, et bien là, on va se retrouver, on va se situer dans l'ordre judiciaire sur le volet traitement de l'infraction. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'ordre administratif et l'ordre judiciaire sont quasi hermétiques dans le sens où les magistrats de l'un et de l'autre de ces ordres ne sont pas formés par la même école. L'école de la magistrature, vous avez une école pour les magistrats judiciaires, une école pour les magistrats administratifs. Et en termes de carrière, c'est également, alors il peut y avoir ponctuellement des passerelles, mais euh, les déroulés de carrière, voilà, c'est l'ordre administratif, l'ordre judiciaire. La carte des tribunaux judiciaires et administratifs n'est pas du tout la même. Et il y a assez peu. Alors, on se communique des informations par voie officielle, mais il n'y a pas voilà, il y a pas d'échange spontané d'informations entre ces deux ordres, ni voilà, de passage de l'un à l'autre, de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Donc ça, c'est un premier point que je voulais évoquer. L'ordre judiciaire, je serais pas en mesure de développer davantage sur l'ordre administratif parce que moi j'ai exercé, j'ai une formation de magistrate judiciaire et c'est en cette qualité que j'ai exercé, et même si j'ai quelques notions d'organisation de la justice administrative, je suis pas la mieux placée pour en parler, et on est là de toute façon pour évoquer le volet infraction. Donc là on est vraiment dans le cœur du sujet des juridictions judiciaires. Donc comme je le disais, en matière judiciaire, vous avez le civil. Le civil, ça va être par exemple, tout ce qui va être pour les choses qui parlent à tout le monde des divorces, des litiges de voisinage. Mais au civil, on peut également avoir une association qui saisit le juge civil pour obtenir une réparation de son préjudice, et par exemple une réparation d'un préjudice écologique. Ça peut être quelque chose qui arrive devant le juge civil. Euh, donc, la juridiction civile, la juridiction pénale, donc les juridictions pénales qui sont là pour statuer sur les infractions. Et les infractions se distinguent donc en trois niveaux selon le degré de gravité et de peine prévu par le législateur pour traiter ces infractions. Donc le niveau le plus faible en termes de gravité, ce sont les contraventions qui sont réprimées par le tribunal de police. Ensuite, le niveau intermédiaire, et qui va être la masse la plus importante en termes quantitatifs, qui est traité par les juridictions pénales, ce sont les délits. Et enfin, les crimes, donc là, qui sont les infractions les plus graves, les crimes étant quasi inexistants
voire je réfléchis, totalement inexistant en matière environnementale. Il y avait eu des propositions que l'écocide soit considéré comme un crime, mais le choix qu'a fait le législateur, c'est de le considérer comme un délit. Donc en matière environnementale, on va être soit sur des contraventions, soit sur des délits. Et la distinction fondamentale entre contravention et délit, c'est que pour les contraventions, seule une peine d'amende peut être encourue, ainsi que des peines complémentaires type confiscation, etc. Mais à titre de peine principale, il ne peut y avoir que des amendes et pas d'emprisonnement. Pour les délits, vous avez des peines d'emprisonnement qui sont prévues pour quasiment tous les délits qui vont de 6 mois à 10 ans d'emprisonnement maximum. Si on est au-delà de 10 ans d'emprisonnement, c'est un crime. Et en matière environnementale, euh, de mémoire, on n'a pas de délits qui vont jusqu'à 10 ans, mais on peut avoir des délits qui sont sanctionnés jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, par exemple pour les trafics de déchets ou d'espèces protégées en bande organisée, ou le délit d'écocide également récent qui est sanctionné par de l'emprisonnement. Donc voilà pour des généralités sur les juridictions judiciaires, la distinction pénale civile. Euh, Ensuite, plus concrètement, au pénal, donc sur le traitement des infractions. La question de la compétence des juridictions en matière environnementale, le principe en droit pénal, c'est que, donc, comme je l'indique sur la présentation, les infractions, le principe, c'est un principe de compétence territoriale. Là où est commise l'infraction, c'est à cet endroit que c'est dans le ressort du tribunal compétent et c'est ce tribunal qui va traiter. La carte judiciaire pour la Bretagne, je suppose que vous l'avez à peu près en tête. Vous devez tous savoir, j'imagine, à peu près quel est le tribunal judiciaire qui est compétent dans le ressort dans lequel vous exercez. Donc, on a pour la Bretagne Saint-Malo, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Rennes et bon, j'évoque Nantes et Saint-Nazaire qui ne sont pas en Bretagne, mais qui relèvent de la cour d'appel de Rennes. Donc, vous êtes, moi j'exerçais à Morlaix, des faits, une pollution commise à Morlaix. Le principe, c'est compétence du tribunal qui est compétent dans cette zone-là. Euh, il y a une exception. Au regard de la technicité et de la spécificité de la matière environnementale, le législateur a décidé en 2020 de créer des juridictions spécialisées, des juridictions spécifiques pour traiter certaines infractions environnementales. C'est la création des pôles régionaux de l'environnement, donc décembre 2020, ensuite le temps de leur désignation et qu'ils soient mis en place, ça s'est plutôt mis en place au courant 2021. Ces pôles régionaux de l'environnement, c'est un tribunal par cour d'appel qui est désigné pour l'enquête et les poursuites des infractions, donc de certaines infractions, code de l'environnement, code forestier, une partie du code rural et de la pêche maritime et le code minier. C'est une compétence concurrente, ce qui, par distinction avec une compétence exclusive, c'est-à-dire que les juridictions de droit commun, la juridiction territorialement compétente reste par principe compétente, mais au regard de certains critères, des critères de complexité, des critères d'importante technicité, d'importance du préjudice, d'un ressort du ressort géographique étendu, il sera décidé. Et ça, ce ne sont pas les services à l'origine de la procédure qui le décident, c'est une décision qui est prise entre parquets. Il peut être décidé de transférer le suivi d'une enquête et les poursuites pour un dossier dans ce tribunal spécialisé, le pôle régional de l'environnement. Donc pour la cour d'appel de Rennes, c'est Brest où j'ai eu l'opportunité d'exercer. Concrètement dans la réalité, ces pôles régionaux de l'environnement n'ont pas vocation à traiter une masse conséquente de dossiers, mais on va se positionner sur voilà, des dossiers particulièrement complexes, particulièrement lourds.
également des dossiers présentant une sensibilité politique. Je pense par exemple à des plaintes qui ont été reçues sur la thématique algues vertes. Donc là, vu la sensibilité de la thématique, ça a été transféré au pôle régional de l'environnement de Brest où certaines pollutions d'ampleur. Et donc là, ça signifie que, voilà, par exemple, un dossier, une pollution qui se passerait dans le Morbihan. Euh, je donne l'exemple de la pollution, mais ça peut être d'autres types de faits, un trafic de déchets, un trafic d'espèces protégées qui se passe dans le Morbihan. Il y a un dialogue entre le parquet local, entre donc pour le Morbihan, le parquet de Lorient ou de Vannes, qui va informer le pôle régional de l'environnement pour signaler un dossier qui présente une certaine complexité et proposer la saisine. La plus-value des pôles régionaux de l'environnement, concrètement, alors, c'est des juridictions qui ont été installées sans renfort humain en termes de magistrats et de greffe, ce qui est regrettable pour pouvoir en faire réellement des juridictions qui montent en compétences et qui ont la possibilité de dédier du temps à ce contentieux. Mais l'une des grandes plus-values, c'est que tous ces pôles régionaux de l'environnement en France se sont dotés d'assistants spécialisés, donc de personnes qui vont avoir une formation en matière environnementale et pouvoir appuyer les magistrats dans la prise de décision. Et même sans voilà, fléchage et création de postes dédiés, le fait d'avoir des magistrats spécialisés tant au parquet qu'au siège permet de concentrer un certain nombre de dossiers qui permettent une montée en compétences avec une spécialisation. Voilà ce que je voulais vous indiquer sur les pôles régionaux de l'environnement. Maintenant, plus s'agissant du rôle du procureur, euh, puisque c'est ce que je vais développer. Ensuite, je pourrais, s'il y a des questions sur la phase jugement et le côté juge, je pourrais y répondre. Mais bon, au regard de mes précédentes fonctions, c'est vraiment le rôle du procureur que j'ai endossé. Donc, premièrement, en termes de vocabulaire, euh, on emploie plusieurs termes qui sont analogues et je sais que c'est pas forcément évident de s'y retrouver quand on n'est pas à l'intérieur du milieu judiciaire. Euh, la différence entre magistrat, juge, procureur, siège, parquet. Donc un magistrat, c'est un terme générique qui désigne les magistrats du siège comme du parquet, donc les juges comme les procureurs. Un magistrat du siège, c'est un juge. Un magistrat du parquet, c'est équivalent à alors un procureur. En réalité, dans tous les tribunaux, vous avez une organisation. Les parquets sont organisés de façon hiérarchique. Dans chaque tribunal, il y a un procureur et au sein de l'équipe du procureur, il y a des magistrats du parquet qui sont, selon leur ancienneté et leur grade, qui sont soit substituts du procureur, soit vice-procureur ou soit procureur adjoint. Mais sur le plan des prérogatives, tout ça est équivalent. Substitut du procureur, vice-procureur, procureur adjoint, ce sont les mêmes attributions, les mêmes compétences. C'est un rôle donc que je vais détailler, un rôle de direction d'enquête, d'engagement des poursuites et de soutien de l'action publique. Donc tout ça, ce sont les magistrats du parquet. Et vous avez donc sous la dénomination de juges, ce sont les magistrats du siège. Donc eux, avec une organisation, dans tous les tribunaux, vous avez un président et des juges qui, là aussi, selon leur ancienneté, ils vont être juges, simples juges, vice-président ou premier vice-président. Les juges tranchent les dossiers, statuent sur les dossiers qui leur sont soumis par le parquet. Les juges exercent tant au civil qu'au pénal. Donc vous avez des juges qui vont statuer sur les infractions qui sont portées, qui leur sont soumises par le parquet. Donc c'est eux qui prononcent les condamnations, qui décident d'une culpabilité, d'une peine.
Donc, ils exercent au pénal, mais euh, la majorité des juges exercent sur des fonctions civiles, c'est-à-dire les exemples que je pouvais donner, divorce, voisinage, protection des mineurs, et dans des domaines dans lesquels le parquet n'intervient pas. Euh, voilà, pour la distinction juge-procureur, j'espère que c'est clair, et magistrat, qui regroupe les deux, les juges et les procureurs. Et ce que je précise également, c'est que les juges et les procureurs sont formés dans la même école. On relève tous du même corps et dans le cadre de d'une carrière de magistrat, vous passez de juge à procureur de façon très souple. Il n'y a aucune limite, vous pouvez devenir, voilà, devenir juge, puis 3 ans plus tard, être substitut du procureur et passer de l'un à l'autre. Donc il y a une grande souplesse, voilà, dans les deux, dans ces deux parties qui composent le corps de la magistrature. Voilà donc sur cette distinction. Le rôle du procureur maintenant, le rôle du procureur, lui, se concentre sur le volet pénal, sur le volet suivi, traitement des infractions. On va avoir un rôle à plusieurs étapes de la procédure, un rôle au stade de la direction de l'enquête. Donc, les services compétents informent le parquet des infractions commises dans le ressort d'exercice du procureur. Et tout au long de l'enquête, le procureur a pour mission d'évaluer la proportionnalité des moyens d'enquête qui sont déployés par les enquêteurs, proportionnalité entre gravité de l'infraction et voilà, et moyens qui sont déployés, notamment au regard des enjeux de protection des libertés publiques, donc avec la nécessité de proportionner les moyens. Et pour un certain nombre d'actes d'enquête, l'enquêteur a besoin d'autorisation du procureur. Donc il faut que le procureur valide, par exemple, des réquisitions payantes à un laboratoire. Ça coûte de l'argent, c'est des frais de justice. Il faut que le procureur soit informé des raisons pour lesquelles ces frais vont être engagés. Et il faut procéduralement que le procureur autorise une réquisition. Donc, il y a ce rôle de direction de l'enquête. Ensuite, lorsque l'enquête est terminée, il va y avoir, c'est le procureur qui évalue comment est orienté le dossier. Et ça, j'y reviendrai sur les modalités d'engagement des poursuites. Et ensuite, lorsque le parquet décide de poursuivre un dossier à l'audience, de renvoyer une personne devant le tribunal correctionnel, le procureur euh, est présent à l'audience et on appelle ça le soutien de l'action publique, donc va prendre la parole pour expliquer pourquoi l'infraction apparaît caractérisée, pourquoi cette infraction cause un trouble à l'ordre public et il nous paraît nécessaire que cette infraction soit sanctionnée. Et le procureur, à ce stade, à l'audience, propose une peine et explique pourquoi cette peine lui paraît opportune, étant précisé que les juges ont ensuite toute latitude pour prononcer plus que ce que le procureur a demandé, moins. Enfin, les réquisitions du procureur ne lient pas le siège, la formation de jugement. Donc, voilà, les grandes missions du procureur. Sur le volet de direction d'enquête, comme je l'ai indiqué, donc là, je reprends ce que j'ai déjà dit. Euh, Direction de l'enquête, on contrôle la légalité des moyens mis en œuvre, la proportionnalité, on contrôle la qualité de l'enquête et on contrôle les grands principes qui guident l'enquête pénale. Donc le fait que les investigations doivent être accomplies à charge et à décharge, toujours dans le respect du principe fondamental en droit pénal de la présomption d'innocence. Donc on enquête à charge et à décharge dans le respect des droits des victimes, du plaignant, du suspect. De façon très concrète, comment est-ce qu'on traite une enquête, un dossier? Euh,
Il faut également bien avoir en tête que le degré d'implication du procureur dans le suivi d'une enquête dépend aussi de la gravité des faits et de l'intensité des faits. Il y a énormément de tout petits dossiers pour lesquels on a une information extrêmement rapide et uniquement en fin d'enquête. Imaginons en matière environnementale, par exemple, on a régulièrement des polices municipales ou des services de gendarmerie qui sont alertés pour des dépôts d'immondices, de déchets. C'est de la contravention. Là, bon, par exemple, on va pas, le parquet va pas avoir un suivi euh, attentif de chaque étape de la procédure. Là, ce sont des procédures extrêmement simples. Elles sont constatées par un agent verbalisateur. Il constate l'infraction, il envoie il entend le mis en cause, le procès verbal est envoyé au parquet et on est informé à ce stade-là. Mais pour des exemples de dossiers un petit peu plus complexes, euh, donc la première étape dans une enquête, que ce soit complexe ou pas d'ailleurs, la première étape c'est la révélation des faits, euh, qui va être portée à la connaissance avant d'être porté à la connaissance du parquet, en général, c'est porté à la connaissance d'un service qui a des pouvoirs d'enquête, sauf situation où on reçoit, ça arrive, des plaintes courriers, certaines associations par exemple qui adressent directement des courriers au parquet. Donc dans ces cas-là, l'information arrive directement au parquet. Mais sinon, dans la plupart des enquêtes qui sont initiées, on a des faits qui sont initiés donc par un service qui a une compétence, donc soit un service qui a une compétence généraliste, police, gendarmerie, soit des services, services d'État ou établissements publics où exercent des agents commissionnés et assermentés et compétents pour relever des infractions. Donc bon, là, je suis bien placée pour parler de l'OSB puisque c'est là que j'exerce aujourd'hui, mais en matière environnementale, les DDTM et des agents assermentés et commissionnés, il y en a également dans beaucoup d'autres, voilà, conservateurs du littoral, réserves, parcs, etc. Euh, donc la révélation des faits, voilà, qui peut passer par une plainte, par des constatations en direct par un agent commissionné et assermenté, constatation qui peut résulter d'une plainte également, d'un signalement, ou voilà, ça peut être aussi un signalement au titre de l'article 40 par un fonctionnaire qui a eu connaissance des faits, mais qui n'est pas compétent pour dresser procès verbal. En matière environnementale, je pense, bah, je regarde des missions que vous exercez, je pense à l'exemple des pollutions de cours d'eau que j'ai beaucoup rencontrées dans le Finistère et je pense que tous ceux, enfin, parmi vous, tout le monde exerce en Bretagne, ce sont des situations très fréquentes, notamment les déversements d'effluents agricoles dans les cours d'eau. Là, les signalements nous parvenaient beaucoup par des fédérations de pêche des fédérations de pêche dont les adhérents, pratiquant leur loisir, la pêche, euh, euh, constatent, voilà, couleur, odeur, déversement, une pollution dans le milieu, appellent leur fédération et souvent la fédération ayant des contacts privilégiés avec soit la gendarmerie, soit le service de l'OSB local, il va y avoir une information portée à la connaissance d'un service compétent rapidement dans ce cadre-là. Ensuite, donc je continue sur cet exemple des pollutions de cours d'eau parce que c'est un exemple qu'on rencontre beaucoup. Donc là, sur une pollution de cours d'eau, on est sur des faits qui sont sérieux, des faits qui revêtent une certaine gravité, donc qui justifient que le procureur soit rapidement informé par le service compétent, le service qui traite l'enquête. Et donc là, ça va être voilà, pollution de cours d'eau, imaginons OSB ou gendarmerie. Le parquet est avisé. On évalue avec l'enquêteur les investigations qui sont nécessaires pour établir les éléments constitutifs de l'infraction, déterminer l'existence ou non d'un impact sur le milieu, la nature de la substance qui a été déversée et la provenance, l'auteur de ce déversement et les causes qui ont provoqué ce déversement. Est-ce que voilà, c'est quelque chose d'accidentel? La plupart du temps, c'est accidentel, mais accidentel parce que est-ce qu'il y a des manquements? Est-ce qu'on est sur un cas de force majeure, etc. Donc,
On a tout un tas de questions qui se posent à ce stade-là et selon le type de fait, des investigations à mener. Et donc le procureur va donner pour instruction à l'enquêteur de mener les investigations utiles, la réquisition à un laboratoire qu'on va régulièrement faire dans les cas de pollution de cours d'eau pour déterminer avec certitude la nature de la substance. Et ça, c'est toujours important et ça c'est le rôle du parquet aussi de toujours se projeter au stade de l'audience parce que il y a des choses parfois qui, à chaud, au stade de la constatation, paraissent totalement évidentes. Par exemple, bon bah là, on voit une rivière polluée. Bon bah, on voit bien que c'est blanc et que c'est sûr que c'est du lait. Mais il faut toujours se dire qu'est-ce qui pourrait être invoqué en défense à l'audience et qu'est-ce qui pourrait être contesté. Et on est parfois surpris. Et il n'est pas rare que des évidences au jour des constatations, on se dit par exemple, voilà, c'est évident que c'est du lisier. Eh bien, si ça n'est pas vraiment blindé, voilà, si c'est il faut parfois passer par des actes d'investigation qui paraissent enfoncer des portes ouvertes parce qu'on se dit bah oui mais on sait bien ce que c'est pour verrouiller le dossier et avoir quelque chose parce que il peut arriver qu'on découvre des mois plus tard qu'en fait une autre installation qui avait une autre activité et bien quelques heures plus tôt a aussi eu un accident, etc. Donc il faut toujours fermer toutes les portes, ça c'est le travail de l'enquêteur, fermer toutes les portes, imaginer tout ce qui peut être dit. Donc voilà, et on va mener toutes les investigations utiles, audition de témoins, mise en cause, recueil de plaintes. Je précise aussi à ce stade de l'enquête que sur les services qui vont mener ces investigations, euh, on va pouvoir soit saisir un unique service d'enquête, les gendarmes peuvent tout faire, par exemple. On décide, bon bah voilà, les gendarmes vont tout faire, mais en matière environnementale, très souvent, surtout, je reste sur l'exemple des pollutions de cours d'eau, qui sont des faits qui ont une certaine complexité et qui exigent des investigations sur plusieurs champs. On va pratiquer ce qu'on appelle la cosaisine. Donc on va saisir plusieurs services qui sont dotés de prérogatives judiciaires pour que chacun acte, mène des investigations dans son champ de compétences et que ensuite on regroupe tous les procès-verbaux qui ont été faits par les différents services et on a une procédure unique. Pollution de cours d'eau, on a besoin d'avoir l'OFB puisque c'est l'OFB qui va pouvoir déterminer la nature de la substance, évaluer l'impact ou non sur le milieu, détailler et vulgariser pour le magistrat cet impact sur le milieu pour vraiment nous permettre de comprendre au-delà de ce qui est visible. Voilà, du lisier dans un cours d'eau, oui, il y a plein de poissons morts, mais au-delà de ça, bon, j'emploierai pas de termes techniques parce que je risquerais de pas bien les maîtriser, mais tout l'impact que ça peut avoir sur le milieu, sur les sites de reproduction, etc. Tous les impacts beaucoup plus larges au-delà d'une simple mortalité. Là où par exemple un service de gendarmerie va être en mesure d'aller compter les poissons morts, mais absolument pas de détailler de façon plus fine les fonctionnalités du cours d'eau et l'atteinte à ces fonctionnalités portées par la pollution. Donc, on a besoin, pour ce volet atteinte, on a besoin de l'OSV. On a besoin lorsque à l'origine de la pollution, ce qui est souvent le cas, on a une installation classée mi-CPE. On a besoin du service d'État compétent pour la police des ICPE. Donc en matière agricole, quand c'est agricole, c'est la DDPP. Donc on a besoin d'eux pour aller sur l'installation et évaluer si l'installation était exploitée conformément à l'arrêté préfectoral qui encadrait son activité. Et on va également souvent saisir également un service de gendarmerie pour recueillir les plaintes, pour mener un certain nombre d'actes. Donc pour un dossier de ce type, on va avoir très fréquemment l'OFB, la DDPP, la gendarmerie, euh, pour mener une unique enquête. Et ensuite, les services rendent compte au parquet
et à la fin de l'enquête, donc le rôle du parquet, est d'orienter le dossier, donc de décider des suites. Je propose, il est 11h09, de faire, j'ai déjà exposé beaucoup de choses qui sont peut-être un peu denses. S'il y a des questions, je les prends. Alors, il n'y en a pas dans le chat en tout cas, donc si quelqu'un veut poser sa question, il peut désactiver son micro. Ouais, bonjour Charlotte. Bonjour tout le monde. Il y en a plusieurs dans le chat, hein. Enfin, en tout cas, Ah bon, bah, je vois pas de... Ah, moi j'en ai pardon. mis. Il y a aussi Pauline qui Eh en a mis. bien, écoute, j'avais pas de notification, mais effectivement, maintenant que je suis dessus, bah, je vais commencer par lire. Pardon. Euh, Pas de souci. merci. C'était Sylvestre qui parlait, vu que c'est toi Ouais, qui, si tu veux, tu peux poser ta question. ouais. Du coup, je me demandais si un pôle régional un régional de l'environnement pouvait être saisi par un avocat pendant une affaire. Enfin, s'il pouvait demander cette saisie. Un avocat peut le suggérer. Euh, ils sont pas compétents pour décider, ils peuvent pas décider que ça passe au pôle régional de l'environnement, mais ça arrive et ça a pu arriver des avocats d'associations qui déposant plainte pour des faits à enjeu particulier décident d'envoyer une plainte au tribunal local et d'envoyer copie de sa plainte au pôle régional de l'environnement en suggérant au pôle régional de l'environnement sa saisine. C'est possible, ça ne se fait pas énormément, mais ça se fait. Enfin, moi je l'ai vu, je l'ai déjà vu, et ça ne m'a pas d'ailleurs enfin, le cas où c'était arrivé directement était assez pertinent, et donc voilà, c'est une possibilité. Hum, Mais voilà, mais c'est pas lui qui va imposer, c'est pas l'avocat qui va imposer la saisine du pôle régional de l'environnement, mais il peut le suggérer, ouais. Ok, merci. Du coup, j'avais une autre question pour les signalements par un fonctionnaire. Hum. Est-ce que ça, il y a des formalismes à respecter? Est-ce qu'il y a une obligation aussi de le faire? Oui, c'est une obligation. L'article 40 prévoit que toute autorité constituée, tout fonctionnaire qui a eu connaissance d'une infraction. Alors, il faudrait que je reprenne le texte exact, mais en tout cas, c'est une obligation, oui. Un fonctionnaire qui a connaissance d'une infraction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions est tenu d'en informer le procureur de la République. Euh, Il n'y a pas de formalisme particulier. Les articles 40 qui nous parviennent sont souvent sous forme d'un courrier, courrier simple en tête du service qui signale. Euh, mais ce qui permet au parquet d'en faire quelque chose, c'est d'avoir le plus de précision possible et des constatations. Après, le fonctionnaire n'est pas dans le cadre d'un commissionnement, d'une assermentation, donc c'est pas des constatations en tant qu'agent compétent pour relever l'infraction, mais idéalement il faut s'appliquer à peu près la même rigueur de voilà, relever avec précision, constater ce qui a été dit, sans appréciation personnelle, avec objectivité, voilà, sans appréciation subjective mais de décrire ce qui a été vu, ce qui a été constaté, ou ce qui a été porté à la connaissance du fonctionnaire. Après, selon les cas, le signalement par un fonctionnaire, ça peut être vraiment le formalisme de l'article 40, signalement au procureur de la République, mais ça peut être aussi informer un service compétent pour mener des enquêtes qu'une infraction a été commise. Oui, on peut informer l'OAV parce que enfin, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, Oui, qui saisit le procureur, mais plutôt on passe plutôt par la DDTM ou l'OAV. oui, oui.
Et c'est effectivement plus... j'évoquais le signalement article 40 qui, dans certains cas, euh, peut s'entendre, mais oui, de façon... et surtout que l'article 40, il y a peu de réactivité pour avoir une meilleure réactivité et avoir tout de suite le procureur, de toute façon, il va pas pouvoir traiter tout seul, donc il enverra en enquête à l'OFB, à la DDTM, enfin au service qui est compétent pour mener une enquête. Donc autant tout de suite s'adresser aux services qui seront saisis de l'enquête. Et ça, on peut pas le reprocher à un Non. fonctionnaire ou à une collectivité, quoi. Non, à partir du moment où ça a été porté à la connaissance d'une autorité compétente pour poursuivre, d'un service compétent pour poursuivre, non, non, ça peut pas être reproché. Ok, merci. J'apporte une précision, le signalement article 40 en matière environnementale, il est utilisé, par exemple, les cas les plus fréquents, ça va être quand un service type OSB ou DDTM diligente des investigations dans son champ de compétences et n'est pas compétente pour l'OSB et la DDTM, enfin les inspecteurs de l'environnement, ont une compétence qui est limitée à certains titres du Code de l'environnement ils sont pas compétents pour enquêter sur autre chose, soit sur des infractions typiquement ICPE ou sur des infractions au droit commun, imaginons des faits qui révèlent un faux, un usage de faux, etc. Et donc la pratique la plus fréquente du signalement article 40, c'est quand un inspecteur de l'environnement nous transmet son procès-verbal avec les infractions pour lesquelles il est compétent et joint un courrier en disant, par ailleurs, j'ai constaté des infractions pour lesquelles je suis pas compétent et que je vous signale au titre de l'article 40. Par exemple, ça c'est un usage courant. Merci. Autre question, est-ce que l'enquêteur peut nous demander de faire des prélèvements pour l'enquête? Quelle valeur ont les résultats dans ce cas, sachant que nous ne sommes pas habilités qu'OFRAC pour le prélèvement? La question des modalités de prélèvement, du suivi, de leur traçabilité, c'est une vraie question. Est-ce que à mon sens, c'est plutôt l'enquêteur qui doit procéder au prélèvement. Est-ce que si la question est posée, c'est parce que ça s'est présenté dans une situation où il vous a été demandé de procéder vous-même au prélèvement? Parce que même le matériel, le kit de prélèvement, etc., en théorie, comme spontanément, je dirais que c'est le service d'enquête qui doit disposer de ces outils-là. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, super. En fait, on a eu une réquisition des données. Donc, dans ce cadre-là, on a envoyé nos données qualité de l'eau et se poser la question, est-ce qu'on doit continuer, en fait, nous, à faire des prélèvements dans ce cadre-là? Et est-ce que ça a une valeur derrière, puisqu'on n'est pas habilité, en fait. parce que des prélèvements, vous en faites déjà pour à d'autres. Enfin, la réquisition de données, c'est quoi? C'est dans quel cadre? Parce qu'en faisant des prélèvements, on a constaté une pollution. Donc, Oui, on a transmis ces données-là à l'UFB, puis on nous a demandé oui, une réquisition de données pour que ces données, ces résultats qualité de l'eau entrent en fait dans les éléments de l'enquête. Et oui. derrière, on nous a proposé de continuer à faire des prélèvements. Euh, Ok, ok. Donc les prélèvements et la initiaux question, n'étaient pas liés à une enquête. c'est ça, à la base, non. Mais Non, maintenant, ok. c'est la question. Donc, je me demande. Ouais. Ouais, Euh, c'est intéressant. Euh, Je vois ce que vous voulez dire sur le fait que on n'est pas
n'est pas dans un cadre de prélèvement. Parce que vous en faites régulièrement à cet endroit-là des prélèvements pour d'autres, enfin pour des raisons hors. Pour moi, c'est des éléments. Ça va pas être Après, c'est la question de la valeur qu'on accorde à la preuve. Ça va pas être une preuve aussi solide que un prélèvement réalisé par un laboratoire accrédité et prélèvement qui est fait en assurant une traçabilité. Enfin, je dis pas que vos prélèvements n'ont pas de traçabilité, mais dans le cadre judiciaire, tout va être acté, etc. Et donc c'est incontestable. Là, c'est plus fragile, mais ce sont quand même des informations et des éléments qui sont intéressants et éclairants pour le dossier. N'ayant pas, enfin voilà, j'ai pas connaissance du dossier, je sais pas ce qui est décidé et ce qui est recherché. Ça peut être utile de réaliser des prélèvements dans le cadre judiciaire par l'enquêteur avec une réquisition, mais continuer à recevoir vos données qui avaient révélé qui sont faites pour un autre motif. Moi, ça me paraît être un élément qui est éclairant pour l'enquête, même si on va pas être sur une preuve absolue et ça pourra être discuté, les résultats de ces prélèvements. Donc il faudra étayer l'enquête par autre chose. Ouais, ok. Puis c'est pas évident pour nous parce que du coup, on s'engage aussi. Bah, après, c'est sur réquisition? Les premiers, oui. Mm. Ça, je peux pas trop en dire, c'est en cours. Ouais. Ouais. Après, si c'est sur réquisition, de toute façon, pour répondre à la réquisition, mais ouais, j'ai jamais eu un cas de ce type. Non, mais je remercie. Merci. Je passe à une autre question. Le maire ayant un pouvoir de police, est-ce que le signalement peut lui être fait ou il n'est pas compétent pour ce type de dossier dans le cadre des pollutions mineures? Le maire a un pouvoir de police, mais qui est très limité à certains faits. Est-ce qu'il est pollution mineure bon, euh, les maires, par exemple, vont traiter en direct les dépôts de déchets. Ça arrive. Euh, Après, même sur des petites pollutions, s'il faut mener des investigations, les pouvoirs du maire sont quand même vraiment limités. Euh, Ça me paraît pas être la première autorité vers laquelle se tourner. C'est sauf lien particulier avec un maire qui souhaite s'investir sur tel sujet et qui préconise que voilà, accord local et le maire traitent ce type de fait. Ses pouvoirs de police sont quand même vraiment limités, il peut pas mener d'audition, etc. Donc les services de l'OFB, de la gendarmerie ou des DDTM sont plus indiqués à mon avis. Mais là encore, sauf situation particulière. Merci. J'ai vu quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure. Est-ce qu'elle veut prendre la parole? Oui, c'était Anne-Sophie Blanchard, qui parlait. Ça allait dans le sens par rapport aux pollutions. En fait, nous, le Civalodet fait des prélèvements pour le suivi de la qualité de l'eau. Et donc, on peut être sollicité pour faire les prélèvements, mais après, on fait appel à des laboratoires qui sont agréés pour faire les analyses. Donc, en effet, les prélèvements qui peuvent être faits peuvent alimenter finalement la procédure Hmm. d'infraction. Donc, ça allait dans le sens en fait de ce qui était dit. Et deuxième point, là, par rapport au pouvoir de police du maire, c'est vrai qu'il peut être sollicité au titre de la salubrité. Nous, on a un cas d'une pollution, en fait, où là, c'est les services de l'État qui nous ont demandé, en fait, enfin, qui a demandé à la, à la ville, enfin, au maire, de prendre un arrêté de mise en demeure, en fait, au titre de la salubrité, puisque on n'était pas sur une ICPE, parce que, voilà, il y avait pas, ça rentrait pas forcément dans d'autres cases, quoi. Hmm.
Oui, ok. Ok. Bonjour, du coup, c'est moi qui avais posé la question sur le maire. Donc, si je peux pas expliquer juste un petit peu la situation, c'est vrai qu'on est souvent avec des agriculteurs où on doit travailler avec eux plutôt sur du volontariat, donc avec une Mm, relation si possible de confiance. Et l'idée, c'est de ne pas aller directement sur l'OFB et la DDTM, qui sont des mm. instances qui peuvent être compliquées pour eux. Oui, Et du coup, voilà, d'avoir un peu cet organe intermédiaire où on pourrait faire justement peut-être des mises en demeure, des choses comme ça, qui restent concentrées sur un problème qu'on a vu, identifié et après, voilà, si ça porte pas ses fruits, se tourner vers d'autres mm, structures. Mais voilà, est-ce qu'il peut faire des mises en demeure? Est-ce qu'il a ce pouvoir-là? Qu'est-ce qui se passe si c'est ouais. pas respecté? Là-dessus, vous me posez une colle. Mise en demeure, je ne crois pas. Il a certains pouvoirs. Euh, il peut prendre, mais qu'est-ce qu'il peut prendre des arrêtés, mais qu'est-ce qui... là-dessus, ouais, non. J'aurais peur de dire des bêtises si je vous réponds. J'ai assez peu vu. En fait, c'est aussi que je pense que ce qui arrive au parquet, c'est on est déjà arrivé à un certain niveau de gravité et il y a potentiellement, probablement des situations qui sont traitées, gérées en amont, notamment par des outils de type police du maire, mais ce qui fait que ça, enfin, ça n'arrive pas jusqu'au parquet et donc j'ai pas assez d'expérience enfin, de ce type de situation pour pouvoir répondre. D'accord, merci Euh, quand même. Juste ce que je disais tout à l'heure, en effet, moi enfin, j'ai le cas de mise en demeure par un maire, en fait, qui a une pollution. Voilà. Alors en effet, c'est limité, c'est très circonscrit, mais en effet, et cet arrêté de mise en demeure a été co-construit avec les services de l'État, euh, des DTM, DREAL, sur le contenu. Voilà. D'accord. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut continuer. Je continue. Juste, Donc, pardon, excusez-moi, j'avais une dernière question sur l'interaction entre la DDPP et les autres services quand il y a des enquêtes autour d'ICPE. oui. C'est obligatoire en fait que la DDPP soit saisie dès qu'un autre agent, par exemple, que si l'OFB commence à enquêter sur une ICPE, ils peuvent pas rentrer par exemple dans l'ICPE sans la DDPP, quoi. C'est un... Les, les- L'OFB pourrait, alors en termes de prérogatives, si c'est des lieux professionnels, enfin, dans les conditions d'accès aux locaux professionnels, l'OFB pourrait entrer sur le site, mais ils sont pas compétents juridiquement pour relever des infractions en matière de réglementation des ICPE. Et ils sont pas non plus compétents techniquement enfin, l'OSB n'a pas forcément l'arrêté d'autorisation de l'ICP, enfin autorisation, déclaration, mais il n'y a pas forcément l'arrêté et n'a pas l'historique. Et après, les gendarmes, ils ont la compétence juridique pour mener des investigations dans le champ ICPE. Mais là, c'est la problématique de la compétence technique et de la compréhension. Bon, même si une installation agricole, c'est pas forcément hyper compliqué, mais pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur et pour un enquêteur généraliste, c'est impossible de détecter voilà le déversement de lisier, la cuve, pourquoi est-ce elle aurait dû être couverte. Enfin voilà, c'est quand même d'une technicité pour laquelle un enquêteur généraliste n'est pas en mesure voilà, de traiter. Donc on est une procédure ICPE enfin une pollution causée par une ICPE sans avoir la DTPP ou la DREAL, très compliqué. Ça peut se faire, mais c'est quand même très compliqué. On commence pas bien si on les a pas. Ouais, mais en fait, c'est dans le cas de pollution et qu'on a vraiment l'impression que ça vient d'une ICPE et que voilà, je sais qu'on l'a eu une fois, nous, on a eu une fois le cas où des agents de la gendarmerie voulaient pas rentrer
dans le siège sans avoir eu la DDPP avant et tout Mm. ça. Du coup, ça a pris du retard en fait à cause Oui, de ça et oui. on aurait peut-être pu arrêter la pollution plus tôt. Ah oui. Oui, après, c'est une articulation à trouver parce que euh, c'est eux qui sont compétents. Après, est-ce que c'est nécessairement... Enfin, il y a le temps des constatations, le temps de l'urgence, le temps de la pollution et le temps des investigations qui peut être un peu plus long. Mais quel est le degré d'urgence? Après, je comprends aussi que les gendarmes voulaient qu'un agent compétent puisse voir en direct le mécanisme, et c'est quand on ne... Enfin, j'entends qu'il y a à la fois l'urgence de faire cesser la pollution, mais la nécessité, si on l'a fait cesser trop tôt et qu'on n'a pas bien constaté d'où elle vient, bah, on peut ensuite être en difficulté pour la suite de l'enquête. C'est un équilibre qui est pas évident à trouver dans certains cas. Ok, merci. Je continue. Oui. Donc sur l'engagement des poursuites, voilà, qu'est-ce qui guide l'appréciation du procureur dans l'engagement des poursuites et la façon d'engager l'action publique? Euh, Bon, là c'est assez détaillé, mais je passerai plus rapidement. On vérifie évidemment que l'infraction, si on a bien une infraction de constituer, est-ce qu'on a bien un élément légal, un élément matériel et un élément intentionnel? Alors, élément légal, ça paraît assez évident. Les faits sont bien incriminés par un texte pénal, mais on a un législateur qui s'amuse à régulièrement modifier les rédactions de textes, et notamment en matière environnementale avec certaines modifications sur des thématiques type habitat d'espèces protégées récentes. Et donc, il faut quand même à chaque fois s'assurer que on a bien, au jour des faits et au jour des poursuites, on a bien un texte qui incrimine les faits. Donc après, on vérifie que l'infraction est bien, voilà, il y a bien un comportement matériel qui permet de consommer l'infraction. Et on vérifie également l'élément moral. Là, très rapidement, parce que c'est pas la peine d'entrer dans ces détails-là de façon trop approfondie, un délit, par principe, il faut qu'il y ait donc un élément intentionnel, et selon le type de délit, il faut soit une intention délibérée d'arriver au résultat de l'infraction, soit le législateur prévoit dans certains cas qu'une faute d'imprudence ou de négligence suffit à établir cette intention, cet élément moral de l'infraction. C'est le cas des déversements de substances nuisibles dans les cours d'eau, où c'est en ayant déversé ou laissé se déverser, pas, ensuite on a eu des précisions de la jurisprudence qui nous indiquent que voilà, pour ces déversements de substances dans le cours d'eau, il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur avait l'intention de polluer le cours d'eau, mais il faut venir chercher si dans le comportement il y a une imprudence, une négligence. Et ça, pour les ICPE, on l'obtient, on le démontre facilement dès lors que un arrêté préfectoral encadrait l'activité de l'ICPE. En général, quand il y a un rejet dans le milieu, il y a au moins une obligation de l'arrêté préfectoral qui n'est pas respectée. Et donc, on va s'appuyer là-dessus pour dire, bon, bah, l'activité était encadrée, et pour autant, il y a eu un déversement, il y a eu tel ou tel type de faute, et ça nous permet de démontrer l'existence d'un délit. Euh, et là, donc, dans une hypothèse d'infraction qui n'est pas intentionnelle. Ensuite, on va avoir trois possibilités au parquet à l'issue d'une enquête lorsque le procureur constate qu'une infraction a été commise. Les possibilités, ça va être l'engagement des poursuites, donc poursuivre la personne identifiée comme étant auteur des faits, poursuivre devant le tribunal.
Euh, Mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites. Donc là, ce sont des mesures qui s'appuient sur une reconnaissance des faits et une coopération de la personne, soit un classement de la procédure. Donc en général, le classement sans suite, c'est plutôt, enfin, bon, je vais tout de suite passer là. Classement sans suite, ça va être quand on a des motifs, soit des motifs juridiques qui justifient que on classe sans suite, par exemple. Bon, si l'infraction n'est pas assez caractérisée, on n'a pas le choix, on est obligé de classer sans suite, mais par exemple, un mis en cause qui décède en cours d'enquête, une des faits qui sont prescrits. Donc, par exemple, pour les contraventions, la prescription c'est 1 an, donc ça peut arriver. Une personne morale qui disparaît, donc par exemple, on a voilà une entreprise qui est liquidée en cours d'enquête, eh bien, on va pas pouvoir la poursuivre, on va classer sans suite. Il y a, il y a, il y a, il y a d'autres motifs et il peut arriver aussi que on décide de classer sans suite, soit parce qu'on est sur une très très faible gravité et le parquet décide que ça ne fait pas partie de ses priorités de politique pénale et que l'enjeu est trop faible. Donc ça c'est une possibilité. Ou également si il y a eu en cours de procédure des actions tendant à régulariser l'infraction et que finalement, à la fin de l'enquête, on est revenu. Le trouble à l'ordre public, c'est de lui-même résorbé parce que l'atteinte en matière environnementale, l'atteinte au milieu qui était limitée a été réparée. Ça peut justifier un classement, voilà, un classement sans suite. Ensuite, les alternatives aux poursuites, je vais détailler un peu plus. C'est pas mal pratiqué en matière environnementale. Les alternatives aux poursuites, il y en a plusieurs qui sont possibles. Elles sont donc décidées par le procureur de la République. Elles sont proposées à des personnes qui reconnaissent les faits, à des personnes qui sont coopérantes, donc qui vont, au-delà de reconnaître les faits, vont accepter de se soumettre à certaines mesures. Et ensuite, je vais passer les détails sur les modalités de ces alternatives, mais le principe, c'est que des mesures sont proposées à la personne mise en cause par un délégué du procureur. Donc, qui est une personne, les délégués du procureur, ce sont des personnes qui sont souvent retraitées ceux de la police, de la gendarmerie en matière environnementale. Ça peut être également des personnes des anciens inspecteurs de l'environnement qui donc ont une délégation du procureur de la République pour mener ces alternatives. Et on peut leur proposer un certain nombre de choses. On peut leur proposer des peines d'amende, en matière environnementale spécifiquement, des stages de citoyenneté à dimension environnementale. Donc ça, à Brest, on avait mis en place et ce qui fonctionnait plutôt bien. Il y avait 2 à 3 sessions, je pense que c'est toujours le cas, plusieurs sessions par an. Et ce sont des journées de stage donc pour Brest, mais c'est le cas dans d'autres tribunaux. Cela dit, dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes, je ne crois pas que ça avait été mis en place ailleurs. C'est des journées animées par l'association CPIE, donc ça c'était pour Brest, qui mettait à notre disposition donc un animateur de l'association et la journée est organisée avec une matinée de sensibilisation, avec une intervention de l'OFB, de l'association, d'un représentant du procureur de la République et l'après-midi des actions de terrain, soit des actions concrètes type ramassage de déchets, soit des actions d'observation, observation de milieu, et sont menées. Donc ça, c'est un exemple de stage de citoyenneté à dimension environnementale. C'est payant à la charge de la personne, de l'auteur de l'infraction. Ça n'existe pas partout, mais ça se développe de plus en plus. Euh, et donc ça fait partie des choses qui peuvent être proposées dans le cadre de ces alternatives aux poursuites. On peut proposer aussi une remise en état du site. Là, la condition pour qu'on propose cette remise en état au stade de l'alternative aux poursuites, c'est qu'on est dans le cadre de l'enquête, dans le cadre du dossier,
des propositions concrètes et que on sache exactement comment faire, parce que c'est pas le délégué du procureur et encore moins le substitut du procureur en charge du dossier qui va deviner quelles peuvent être les modalités d'une remise en état du milieu. Donc là, si on a impérativement besoin de s'appuyer sur des propositions, des préconisations concrètes et un mode opératoire détaillé aussi sur ce qui peut être attendu. Euh, je pense par exemple à des situations d'arrachage de haies. Là, on va avoir besoin qu'un service nous dise, bon, bah, il va falloir replanter sur tel linéaire, telle essence d'arbres, à telle période également, parce que évidemment, le plantage à certaines périodes, ça ne peut pas prospérer, mais ça, voilà, c'est une fois que le dossier est au parquet, au tribunal, personne enfin, nous, on n'a personne en interne de compétent pour avoir ce volet technique de préconisation. Donc, on a besoin de s'appuyer sur des sachants. En gros, voilà, pour les alternatives aux poursuites, c'est l'idée des amendes, remise en état, stage, c'est dimension, c'est une dimension pédagogique. Ça peut être aussi une obligation de se dessaisir d'un objet au profit de l'État. Donc ça, il n'y a aucune limite à l'imagination et selon le type de fait, on peut contraindre quelqu'un enfin contraindre. C'est une alternative aux poursuites, donc il peut toujours refuser. Mais l'alternative aux poursuites, si elle échoue, si la personne refuse, ensuite c'est des poursuites devant le tribunal. Donc, disons que cette perspective peut être assez incitative. Et voilà, ça peut être aussi une obligation de remettre l'objet qui a permis de commettre l'infraction. Par exemple, une obligation de se dessaisir de son véhicule. On peut imaginer pour des violations d'arrêtés sécheresse, comment des engins qui permettent d'arroser en contravention, en violation de cet arrêté, on pourrait tout à fait imaginer le saisir dans ce cadre-là et obliger la personne à s'en défaire. Donc voilà pour le principe des alternatives aux poursuites qui sont très pratiquées et qui, si elles ne fonctionnent pas, si la personne ne vient pas au stage, ne remet pas en état, ne paye pas son amende ou tout simplement refuse, on passe ensuite aux poursuites. Euh, donc la mise en mouvement de l'action publique, donc les poursuites qui peuvent prendre plusieurs formes avec donc selon la gravité des faits, la personnalité du mis en cause, ses antécédents ou non. Si on est sur une personne morale, on va aussi regarder attentivement les chiffres d'affaires, voilà, de quel type de structure on parle. On va calibrer les suites qui sont données. Euh, avec donc pour les modalités de mise en mouvement de l'action publique, on va avoir la possibilité de condamner une personne par ordonnance pénale. Donc ça, l'ordonnance pénale, c'est pour les dossiers simples euh, où la personne va être condamnée mais sans audience. C'est un peu particulier puisque l'enquête arrive par version papier au parquet. Le procureur prend des réquisitions écrites, transmet le dossier avec ses réquisitions écrites au juge et le juge statue à partir du dossier. Dans ce cadre-là, il peut y avoir que des peines d'amende ou des peines complémentaires. C'est un petit peu utilisé l'ordonnance pénale en matière environnementale pour les déchets, pour les particulier. Ensuite, on a donc les modes de poursuite plus classiques, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Donc ça, c'est une peine. C'est lorsque la personne reconnaît les faits et qu'elle accepte de négocier la peine avec le procureur. Donc le procureur reçoit la personne sans publicité. Donc c'est dans un bureau. On reçoit la personne avec son avocat. On vérifie que la personne reconnaît bien les faits et on va proposer une peine qui va être acceptée ou non. Et si elle est acceptée, on la soumet à la validation d'un juge. Donc ça, c'est la CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et là, le mode de poursuite le plus classique, le plus connu, c'est la saisine du juge
de la juridiction de jugement. Là, c'est l'audience classique, donc devant un tribunal en présence du procureur, audience publique et à l'occasion de laquelle sont débattus les faits. Là, voilà, l'audience publique, ça va être ce qu'on réserve aux faits les plus graves, les faits qui sont contestés, les profils qui sont réitérants. Euh, un élément qu'il est important d'avoir en tête pour comprendre pourquoi les procureurs orientent de telle ou telle manière, c'est la disponibilité, la capacité d'absorption des juridictions, euh, la, la, comme je disais, la saisine du tribunal, c'est ce qu'on réserve aux faits les plus importants ou aux profils les plus voilà, réitérants. Parce que c'est ce qui mobilise le plus d'effectifs, ça mobilise un tribunal, c'est lourd, on doit caser nos dossiers environnement parmi toute la masse de dossiers que les tribunaux ont à traiter et avec voilà des difficultés à absorber tous les dossiers qui doivent être absorbés par les juridictions et des délais qui peuvent être très longs. Et ça, c'est très variable selon les tribunaux. Et c'est aussi ce qui peut expliquer que des mêmes faits, selon que vous vous trouviez dans le ressort du tribunal de Saint-Malo ou du tribunal de Rennes, une même atteinte à l'environnement peut être poursuivie très différemment parce que selon les tribunaux dans lesquels vous vous situez, je sais que par exemple Rennes a une situation voilà, très compliquée sur les délais devant le tribunal de correction, devant le tribunal correctionnel, et donc réserve vraiment l'audience devant le tribunal aux cas les plus lourds et complexes, et d'autres tribunaux peuvent avoir un peu plus de latitude et se permettre de positionner des dossiers, voilà, plus de dossiers devant le tribunal correctionnel. Et donc, si on utilise autant les alternatives aux poursuites, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, le volet, les suites pédagogiques, c'est parce que c'est plus souple, et c'est beaucoup plus rapide. Et par exemple, quand notre objectif J'évoque là quand notre objectif est une remise en état du milieu, ce qui est toujours l'objectif en matière environnementale, euh, on est parfois tiraillé sur des dossiers qui peuvent être d'une certaine gravité. Vous vous dites soit j'essaie d'obtenir une remise en état avec l'intervention du délégué du procureur, la personne sera convoquée devant le délégué du procureur dans 2 mois. On va pouvoir lancer les choses très vite. Avec la remise en état, je peux ajouter une amende ou quelque chose, voilà, pour corser un peu la réponse. Ça me permettra d'avoir un suivi par un délégué du procureur qui se met en place, voilà, dans les semaines à venir. Là où, si je poursuis la personne devant le tribunal, je le convoque dans un an. Donc, il se passe rien pendant un an. Dans un an, à l'audience, il peut toujours y avoir des demandes de renvoi par les avocats, alors qui sont pas automatiquement acceptées, mais quand on renvoie devant le tribunal, on n'a plus aucune maîtrise des délais. Et c'est une difficulté quand on veut une remise en état du milieu, parce que plus les mois passent, plus ça peut devenir compliqué d'obtenir cette remise en état. Je rebondis sur ce sujet remise en état. Euh, Ça fait vraiment partie des priorités de politique pénale d'avoir dans les dossiers environnementaux une remise en état, ce qui n'est pas toujours évident parce que déjà encore faut-il connaître l'état initial du milieu. Remise en état, ça veut pas forcément dire, c'est ce que j'indique, ça veut pas forcément dire retour à l'état initial, parce que d'une part, c'est pas toujours possible, mais c'est pas toujours non plus ce qui est le plus souhaitable. Donc ça peut être, il est tout à fait possible que ce qu'on appelle remise en état, ce soit des mesures compensatoires. On peut, ça va vraiment être quelque chose que le parquet va rechercher à tous les stades de la procédure, mais la difficulté qu'on a aujourd'hui pour rendre ces remises en état effectives, c'est d'avoir au stade de l'enquête des préconisations suffisamment précises et d'identifier et de mettre en musique les interlocuteurs compétents pour suivre cette remise en état et s'assurer qu'elle est bien respectée. Donc,
Cette remise en état, on la recherche, c'est un enjeu assez important et lequel il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours et de travaux qui sont en cours au niveau national pour proposer des modalités types, des grilles de remise en état, des réflexes à avoir quand une remise en état est prononcée. Mais c'est un enjeu qui est très important et pour lequel on n'est pas encore euh, voilà, là c'est vraiment un avis personnel libre, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui dirait le contraire. On n'est pas encore euh, tant côté justice, mais je parle aussi côté casquette OSV et service qui aurait la compétence pour donner ces préconisations. On n'est pas encore suffisamment au point pour être parfaitement efficace et pertinent sur ces remises en état. Sur le volet orientation de poursuite, remise en état, j'ai fait le tour. Après, les derniers points que je voulais aborder, c'est des points assez annexes. Donc, s'il y a des questions sur ces sujets-là, je vais peut-être les prendre tout de suite. Il y en a. Alors, juste, euh, je lis dans l'ordre les questions et les dernières concernent les remises en état. Les réglementations sur les espèces exotiques envahissantes sont-elles appliquées, notamment déplacement de terres contaminées par les boîtes de TP ou propagation de plantes réglementées? Un cas m'est arrivé, il ne connaissait pas du tout le sujet. Est-ce répréhensible, sachant que la Fédération nationale des travaux publics ont produit des documents pour porter cela à connaissance? Ouais, intéressant ce sujet des espèces exotiques envahissantes que je découvre plus à l'OFB que ce que j'avais pu. Enfin, cela dit, si à Brest, j'avais été sensibilisée sur le sujet herbe de la Pampa. Euh, il y a des infractions sur les espèces exotiques envahissantes. Je les connais pas toutes par cœur, mais en fait de les détenir, enfin l'exemple qui est donné. Voilà, je peux pas garantir que ça entrerait dans le champ d'une infraction espèce exotique envahissante, mais je pense que oui. La difficulté de ces réglementations-là aujourd'hui, c'est tout à fait ce qui est pointé par la question, c'est leur degré de connaissance enfin le degré de maîtrise de cette réglementation par les acteurs. Et même si les incriminations existent, là c'est pas forcément évident. L'OFB est intervenu, par exemple, sur des ventes d'herbe de la pampa ou des choses comme ça plutôt dans un premier temps sur de la pédagogie, puisque le constat c'est quand même que la réglementation n'est pas connue, donc c'est délicat d'aller tout de suite sortir l'artillerie répressive auprès des acteurs compétents. C'est très intéressant de savoir que certaines organisations professionnelles s'en emparent et je pense, mais en ayant une connaissance qui est pas non plus extrêmement précise de ce sujet, que là on est encore dans une phase de sensibilisation et de formation à la réglementation et que le volet répressif, on va devoir, enfin, il peut y avoir de la répression et il y a des enquêtes et il y en aura, mais pour être vraiment tout de suite sur des outils répressifs sur ces sujets, je pense qu'il faut attendre encore une meilleure maturation de ces sujets et une meilleure implication aussi des services qui sont compétents sur ces réglementations. Alors là, je ne vais pas dans l'ordre, mais je rebondis sur la question de Julie qui vient d'être mise dans le chat. C'est où trouver la réglementation en question à jour pour les Pour espèces, les les 3 œufs? Ça, je vais vous répondre par écrit parce que j'ai en tête je sais qu'il y a un site qui répertorie cette réglementation que je retrouverai facilement, que je pourrais transmettre après et une personne de l'OSV enfin coordonne cette thématique-là pour l'OSV et elle a des outils. Donc je vous transmettrai les références sur ce sujet. Sinon, moi, je viens de regarder vite fait. Je sais qu'il y a le Centre de ressources espèces exotiques envahissantes qui a Et un c'est peut-être onglet ça quoi je pense. réglementation. Je le mets, comme je suis tombée dessus, je le mets dans le chat à voir s'il est bien à jour. Je suppose que oui.
Pour revenir aux autres questions, tac, tac. Dans le cadre d'un signalement par fonctionnaire, comment savoir vers quel service se tourner? DDTM, gendarmerie, OFB, selon le type de pollution. Ils sont tous compétents sur alors, pollution, tout le monde est compétent. Déchets, par exemple, enfin ça dépend le type de déchets, mais l'OSB ne sera pas compétent. Euh, la gendarmerie, ce sera les plus généralistes. Mais c'est une bonne question et c'est vrai que c'est une vraie question, ce morcellement des compétences. Il y a pas forcément d'interlocuteur unique. Sur des pollutions, moi j'aurais tendance à penser que l'OSB est un bon point d'entrée, mais peut-être que là, sur le volet judiciaire, les DDTM sont quand même, elles sont, si on est sur une pollution d'une certaine ampleur qui nécessite de mener des investigations, alors peut-être que certaines des DTM ne seraient pas d'accord avec moi, mais ils sont moins impliqués sur les enquêtes judiciaires que ne le sont l'OSB et à plus forte raison encore la gendarmerie. Je préconiserais plutôt l'OSB ou la gendarmerie selon les cas. La gendarmerie si c'est des déchets. Merci. Il y a d'autres questions ou... Vas-y, Denis, il y a d'autres questions, mais vas-y, je te sens Non, impatient. non, mais c'est pour rebondir un petit peu parce qu'effectivement, on se retrouve souvent dans cette situation de savoir vers qui se retourner. Moi, la question qui me chagrine le plus, c'est quel est notre droit, une fois qu'on a déposé plainte ou qu'on a signalé une infraction, quel est notre droit d'information, qu'il s'agisse du cours de l'instruction et des décisions prises, parce que bon, j'ai des plaintes en cours auprès de la gendarmerie avec une situation qui s'est absolument pas améliorée, qui est au contraire totalement en train de se dégrader, qui ne me fait que dire que la gendarmerie n'a rien fait. Quand je les appelle, on me dit qu'on va me rappeler, ça fait plus d'un an. Il y a eu 2 plaintes déposées, c'est pour des dépôts de voitures, donc en gros de la mécanique avec voilà, du désossage de véhicules, en plus sur une aire d'alimentation de captage. Et quel que soit l'interlocuteur que je contacte, je n'ai absolument aucune information et bon, voilà, ça soutient une espèce d'idée d'impunité. Et deuxièmement, dans un autre cas, un cas particulier où il y a eu une décision de la DDTM et tout sur une remise en état de milieu, ben c'est pareil. Quel outil on peut avoir, quelle aide on peut avoir pour obtenir de l'information sur les décisions prises? Parce que c'est très opaque et Ouais. donc ça engage pas, je trouve, hein, que, de sensation d'inefficacité en sensation d'inefficacité, ça engage pas justement à faire notre boulot convenablement et à Mm. signaler, parce que je comprends bien, hein, les tribunaux sont encombrés, les services de l'État sont, Mm. je dirais, sont dépeuplés, n'ont plus de moyens non plus pour forcément faire leur boulot convenablement. Mais en attendant, les infractions s'accumulent, les pollutions se renforcent et le sentiment d'impunité quelquefois s'installe, quoi. Et ça devient de plus en plus difficile à gérer. Oui, oui, non, je comprends bien la difficulté. Le principe du secret de l'enquête, bah, fait que il n'y a pas de, effectivement, il n'y a pas de communication. Quand il y a des signalements, il y a des plaintes qui sont déposées. Je maîtrise pas forcément le statut qui est. Bah, les 2 cas là dont je parle, oui, effectivement, concernant les dépôts de véhicules, il y a eu une plainte de la commune qui était propriétaire du terrain et une plainte de mon syndicat qui est producteur d'eau, donc en D'accord. charge du suivi de la réglementation. Et donc, Oui, c'est une ok. plainte qui a plus d'un an et le nombre de véhicules entassés a dû être multiplié par 10 entre-temps, sachant que c'est un coin, voilà, il y a déjà eu il y a un antécédent d'une bonne dizaine d'années sur ce terrain-là. Et la deuxième chose, c'est suite à une agression sur un constat d'infraction à l'environnement, où là, bon, il y a eu une amende administrative, mais c'est concernant la remise en état du milieu, on n'a absolument aucune information. On ne sait pas qui va être en charge de rédiger le cahier des charges de cette remise en état et Mm. qui va en assurer le suivi, sachant que nous, en tant que, entre guillemets, victimes, on peut pas se retrouver jugé parti dans la remise en état du milieu.
Euh, oui, sur le premier cas, effectivement, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle où vous êtes effectivement enfin, tributaire de la réactivité ou non d'une gendarmerie locale. Et même s'il y a eu une amélioration ces dernières années de la prise en compte des sujets environnement par la gendarmerie, et notamment sur le volet déchets, avec plus de mobilisation et de formation, mais c'est pas encore homogène partout. En tant que plaignant, euh, après, effectivement, enfin les relances et éventuellement un courrier au parquet pour indiquer qu'une plainte a été déposée. Là, il y a quand même un enjeu. Bon, l'enjeu véhicule, c'est un enjeu qui est déjà, l'enjeu déchet est déjà en tant que tel un vrai enjeu. Mais on est en plus si vous dites qu'on est dans un périmètre de captage d'eau, il y a un enjeu sanitaire qui est vraiment très important. Donc euh, il y a pas de droit à accéder à la procédure en cours d'enquête puisque l'enquête est secrète, donc ça, il y a pas grand-chose à faire. Sur les relances, il y a aucune évolution, une aggravation de la situation. Un courrier au parquet est possible. Est-ce que ça va absolument débloquer tout? C'est pas certain, mais ça Mm. peut quand même conduire à une relance et conduire la gendarmerie à s'en emparer. Sur la remise en état, alors n'ayant pas connaissance de la façon exacte dont elle a été prononcée, ordonnée, je saurais pas forcément dire sur le deuxième. Euh, mais en tout cas, en tant que partie à la procédure, si une fois que une fois qu'une décision a été prise, en tant que plaignant, donc partie civile potentielle. Enfin, après, je sais pas si dans le deuxième cas, c'est une situation et une constitution de partie civile, non, parce que c'est une Bah, décision administrative, ouais, bah oui, oui, on a accepté l'idée de ne pas engorger plus le transaction. tribunal. Bon, après, je pourrais être critique aussi sur la chose, parce que dans ce cas-là, le délégué du procureur a reconnu, je dirais, celui qui avait commis l'infraction, mais sans forcément nous recevoir. Il s'agissait quand même d'une Ah oui. agression physique. Donc on n'est pas reçu, et en plus, les, je dirais, les indemnités, elles ont été négociées par celui qui a commis l'infraction, c'est-à-dire qu'on nous avait Mm, annoncé un chiffre d'indemnité, et puis on se rend compte que bon, devant le procureur, sans qu'on soit forcément présent, il a la possibilité aussi de négocier le montant de ouais. l'amende, donc c'est un peu agaçant, surtout quand derrière, on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce que effectivement, il va y avoir les moyens pour une remise en état sur cette infraction qui est bon, quand même assez importante, mais bon, Mm, mm. juste, Oui, mais donc c'est traité par le délégué du procureur, ouais, ce ouais, dossier-là. ouais, Et donc là, en théorie, c'est le délégué du procureur qui est censé fixer enfin, sur préconisation des services compétents, il ne pourra pas l'inventer, mais c'est censé être lui qui suit le respect des modalités de remise en état et ouais. et si enfin, si la procédure, l'enquête avait été menée par la DDTM, je pense que c'est vers eux que le Alors, il délégué y a du eu, procureur se sera tourné pour avoir les préconisations. alors, il y a eu, hein, il y a eu une inspection des DTM, des DPP sur cette exploitation-là. Et donc, ce qui a effectivement justifié la remise en état du site. Mais derrière, voilà, ni l'un ni l'autre ne sont en mesure de me dire ce qui est vraiment engagé, dans quel délai ce sera fait, et dans quelles conditions. Ouais, ouais. Je ne veux pas prendre tout Euh, le temps, hein, c'est pas. Juste une dernière petite chose, est-ce que légalement, quand on a déposé une plainte, est-ce qu'on prend un risque éventuellement à faire intervenir les médias et faire un article sur une situation qui semble ne pas bouger malgré des dépôts de plainte et des interventions récurrentes pour aller chatouiller un non. peu l'ego de la gendarmerie? Euh, non, vous ne risquez rien. Euh, de toute façon, vous n'avez pas accès au contenu de l'enquête. L'enjeu, c'est le secret de l'enquête. Vous, en tant que... Je réfléchis, hein, mais Hmm. après, dans la limite de bah, la diffamation, donc ne pas invoquer, voilà, ne pas cibler telle ou telle personne dans la Ouais, limite ouais. du secret de l'enquête. Mais de toute façon, mais allez évoquer médiatiquement une situation qui ne bouge pas.
et enfin exposer une situation voilà, qui a été portée à votre connaissance et qui et exposer dans le cadre de cette communication le fait qu'une plainte a été déposée il y a un an. Enfin, bon, bah, vous prenez pas de risque, mais ne dites pas forcément que je vous ai encouragé à le faire particulièrement. Non, non, ça passerait pas dans mon texte. Je me permets Merci. d'enchaîner parce qu'il est midi Ouais. déjà. Par contre, il y a quand même deux questions sur les remises en état, donc je voulais quand même les lire. Et bien évidemment, je les ai perdues. Et pour les autres, il y a enfin, dans le chat, il y a la conversation sur vos échanges pour ceux qui veulent suivre un petit peu. Donc, la question, pour les remises en état, nous sommes confrontés à la difficulté de l'impossibilité d'intervention des syndicats de bassin versant dans le cadre d'une compensation, tout en ayant des remises en état trop chères pour un particulier et donc impossibles à demander. Une sorte de cul-de-sac en somme. Donc, c'était plus une remarque et une question. Peut-être faut-il penser à demander un préjudice environnemental dans ce cas en tant que partie civile et permettre ainsi une prise en charge de travaux. Parce que les syndicats de bassin pourraient financer des travaux de remise en état, c'est ça? Euh, je laisse Julie ou Xavier répondre peut-être. Je ne sais pas s'il y a un micro. Vous m'entendez? On Oui. entend faiblement, oui. Oui, alors. Moi, c'était dans le sens où simplement, si on ne peut pas mener la compensation à la place de la personne qui a été prise la main dans le Mm. sac, étant sur un bassin versant, on peut imaginer que certains travaux peuvent compenser les fonctionnalités perdues. Donc, vu qu'on ne peut pas forcer les gens à faire des travaux quand ils n'ont pas les moyens, pourquoi pas se porter systématiquement partie civile lors de grosses infractions environnementales, quoi. Oui, et ça, parce que il y a beaucoup de questions qui se posent là sur le cadre juridique de la remise en état. La remise en état, elle peut être soit une peine complémentaire, donc à laquelle est condamné le mis en cause, et ça semble être plutôt ce qui est privilégié aujourd'hui. Mais ça peut être aussi une réparation du préjudice écologique portée par les associations qui vont Et en Bretagne, je sais que on avait tenté de le faire par ce biais-là, mais je suis partie trop tôt, donc on n'avait pas vu si ça avait fonctionné, d'avoir une demande de réparation du préjudice écologique en nature portée par ça devait être Eau et Rivière qui proposait de coordonner, finalement, de prendre à sa charge la coordination et le suivi de cette remise en état qui était imputée aux condamnés, mais dans le cadre de la réparation du préjudice des associations. Mais honnêtement, on tâtonne hein, sur ces remises en état. Parce que on va vers une amélioration et dans les années à venir, c'est d'ailleurs, enfin, plus il y a de dossiers et d'exemples, plus on peut apprendre des erreurs commises, mais on est encore largement à tâtons sur cette pratique. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, pardon. Moi, la question que j'avais mis à l'origine, c'est pour un cas de curage de cours d'eau, par exemple. Mm. En fait, c'est des collègues qui nous ont transmis l'information et on l'a transmis ensuite à la DDTM. Et on se retrouve coincé avec le service de DDTM avec lequel ça fonctionne très bien, on travaille bien ensemble, mais en fait, on était un peu coincé parce que s'il y a une demande de compensation qui est faite, nous, on peut pas, enfin, ça nous bloque en fait pour intervenir sur la zone puisqu'on n'est pas financé pour faire de la compensation. Enfin, on peut pas mettre de l'argent sur la compensation. Donc la seule solution qu'on avait, c'était, enfin, si j'ai bien compris, de demander une remise en état par le particulier, sachant que en fait, les dégradations sont telles que la remise en état est très chère. Et même pour ce qui est de la remise en état, en fait, il faudrait qu'on donne des, entre guillemets, des directives
pour donner un gabarit, etc. En fait, ce qu'on voudrait voir sur le territoire après remise en état. Et même pour ça, on n'a pas tant d'agents finançables, en fait, parce que c'est considéré comme une infraction et une demande de compensation et de remise en état, et on peut pas travailler là-dessus. Et donc, en fait, ça peut être la Fédé de pêche qui travaille avec nous qui peut le faire, mais c'est pareil, c'est payant. Et en fait, ça vient s'additionner à l'ardoise un peu complète du particulier qui, en fait, nous, avec la DDTM, on a eu une discussion sur le fait de pas dépasser les 5 000 euros. Pour être Mm. dans une amende à peu près enfin, cohérente avec ce qui a pu être demandé ailleurs, 5 000 euros en termes de milieu aquatique, on fait rien avec ça, quoi. Ah oui, Donc c'est un peu compliqué et j'aurais aimé savoir s'il y a eu effectivement, bah, c'est peut-être le fait de se porter partie civile, mais là, on est coincé parce qu'on se retrouve avec des agents sur le territoire qui sont moteurs pour faire remonter ce genre d'infraction. La DDTM à qui ça fonctionne bien, qui fait son boulot, qui va voir les gens, qui maintient les dossiers, etc. Et on arrive quand même à une impasse, quoi. C'est assez difficile à entendre quand on est ouais. mobilisé sur son territoire, quoi. Oui, je comprends bien. Et parce que là, c'est une situation où la personne mise en cause pourrait, enfin, où la question ne se pose peut-être pas à ce stade, mais pourrait financer ce que ça coûte. Eh ben, si la somme totale n'excède pas, enfin, n'est pas trop importante. Mais en fait, le préjudice est tellement gros que dès qu'on fait intervenir des pelles mécaniques, des choses comme ça, 5 000 euros, c'est vite dépassé. En fait, les 5 000 euros, c'était un peu une idée, pas demander plus parce la DDTM enfin, avait l'idée que ce serait un peu abusé d'aller au-delà pour un particulier, de demander plus que ça. Mais en fait, du coup, on va faire une remise en état qui va être naze, en fait. Enfin, clairement, c'est ça, quoi. Ouais, On va mettre 3-4 cailloux ouais, là-dedans et puis ce sera presque pire qu'au départ, quoi. ah Donc, ouais, en fait, on est un peu coincé parce que là, ça fait un peu, entre guillemets, jurisprudence sur ce territoire-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ce problème-là et on aurait pu l'intégrer dans un chantier plus gros. Moi, c'était l'idée que j'avais de me dire, bon, bah, on intègre dans un chantier plus large et on fait payer que cette partie-là, que ce petit tronçon, parce que ça revient moins cher quand on intègre tout ça dans un chantier, ça noie un peu la charge d'apport du matériel et tout ça, mais même ça, on peut pas, en fait, du moment qu'il y a eu une procédure à un endroit, on peut pas intervenir. ah oui, d'accord. Et là, la remise en état, elle est prononcée dans quel cadre? C'est un curage de cours d'eau. Et enfin, il y a un cadre judiciaire là, il y a quelqu'un un délégué du procureur qui est saisi ou? Ben, pour le moment, en fait, on est plus en discussion avec la DDTM pour savoir ce qu'on demande Ouais, ok. stratégiquement pour avoir un réel résultat sur le terrain, en fait. Donc, c'est vrai que, ben, là, entre guillemets, moi, j'ai la chance d'avoir une personne à la DDTM qui est très motrice et qui tient l'affaire, voilà, qui fait en sorte que ce soit fait logiquement. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de procédure, voilà, Ouais, stratégique pour faire au mieux pour qu'au final, en termes d'habitat, on soit sur la meilleure, enfin, le meilleur retour à l'état possible, quoi. ouais, ouais, non, mais c'est une bonne. Enfin, je vois bien le sujet. Est-ce que après, nous, il n'y a pas de limite en alternative aux poursuites, il y a pas, ou même quel que soit le cadre judiciaire, il n'y a pas de limite au coût de la remise en état. Mais il va quand même y avoir des réflexions, c'est ouais, si, sur la proportionnalité. Et puis, si la personne n'est pas en mesure de financer, on va pas forcément avoir d'outils pour le contraindre. Mais ouais, là-dessus, comme ça, je vois pas spontanément forcément de pistes de, de solutions concrètes, quoi. Ok. Après, mais il y a eu quelques retours dans le chat déjà. C'est peut-être aussi, pas forcément maintenant, mais s'il y en a d'autres, dans d'autres syndicats de bassin versant qui ont eu le cas, Mm. si vous avez trouvé des manières d'opérer, parce que on a eu le cas de nouveau un curage de cours d'eau que j'ai pas transmis pour le moment parce que je sais pas trop comment procéder, quoi. Donc, s'il y en a d'autres techniciens de BV qui ont eu le cas, je suis preneuse de retour d'expérience. Julie, j'ai une question. Est-ce qu'il n'est pas possible que vous preniez en charge la restauration du site au global et que par convention, vous refacturiez à la personne une partie, finalement, la partie considérée euh, où il y a l'atteinte particulière par la personne, quoi. D'avoir un montage euh, où vous prenez le projet en global et que vous refacturez une partie, en fait, au particulier.
Ben, ça, faudrait que je regarde. Ça va être plutôt au niveau de l'agence de l'eau, faudrait que je pose la question. Mais pour le moment, moi, c'est un peu ce que j'avais proposé. Et par, entre guillemets, peur de que ce soit catalogué comme compensation, on a préféré pas le demander pour le moment, quoi. Mais il faudrait peut-être que je rediscute effectivement directement avec l'agence de l'eau. C'est vrai que nous, on se couvre un peu là-dessus. Enfin, au niveau hiérarchique de mon côté, on se couvre un peu de pas être étiqueté compensation, quoi. Bah, si tu refactures en fait Ouais. à la personne, il te paye finalement. Oui, 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 ouais, ouais, carrément. Bah, c'est ce qu'il faut que je vois si ce serait possible, ouais. Mais c'était l'idée en fait de leur faire payer entre guillemets que leur tronçon et puis de faire un plus gros projet pour noyer un peu les frais, enfin pour que les frais d'apport de matériel par exemple soient un peu moins importants. Mais je peux regarder ça. Mais si vous avez déjà eu des cas, je serais preneuse de d'illustrations, d'exemples où ça a pu marcher parce que j'ai pas encore osé demander à l'agence de l'eau là-dessus parce que c'est plutôt eux qui font en sorte qu'on n'intervienne pas sur la compensation parce que c'est logique, ils sont pas là pour financer ça. Enfin Ouais, mais il le pas avec nos financerait syndicats en pas tout cas. finalement. Il le financerait pas parce que ce serait financé si c'est présenté dans un Ouais, cadre ouais, ouais, carrément. global. Ouais, ouais, je Ça se vois bien discute. l'idée, mais faut que je Je vois pense que ça se discute. s'il y a déjà eu des cas et sinon si je peux l'argumenter, ouais, carrément. Merci. Je pense qu'on peut continuer si le reste de la présentation et puis si vraiment il y a le temps pour toi, Solène, ou les autres pour continuer à échanger, on avisera à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et oui, il n'y avait pas d'autres questions là, c'est bon. Donc ce que j'avais prévu ensuite d'indiquer, c'est que pour pouvoir en matière environnementale, en tant que procureur, avoir ce suivi d'enquête, et, enfin, parmi les missions du procureur et ce qui permet d'exécuter ces missions, il y a la nécessité d'animer une politique pénale. Et donc, ça passe, la nécessité, c'est pour le procureur d'avoir l'information des enjeux de son territoire et de pouvoir définir avec les acteurs compétents les priorités qui sont celles du procureur. Donc, on a eu ces dernières années un certain dynamisme de, en termes de circulaire et d'instruction. Il y a une circulaire en novembre 2023 et en mai 2021. Donc, c'est des documents qui nous viennent du ministère qui donnent des instructions générales sur la façon de traiter la délinquance environnementale et avec notamment l'impératif de rencontrer très régulièrement et identifier les partenaires, ce qui n'est pas évident quand on exerce dans un parquet, avec souvent de nombreuses autres attributions que l'environnement, d'identifier les acteurs et de comprendre qui fait quoi. Il y a eu la création en 2023 des Colden, donc des comités locaux départementaux de traitement de la délinquance environnementale, euh, qui ont cet objectif d'animer, de dynamiser cette politique pénale pour améliorer le partage d'informations entre les acteurs, euh, permettre une coordination, permettre des ciblages de, de, de situations et des opérations communes et articuler les suites administratives et judiciaires, permettre un dialogue entre le préfet et le procureur pour déterminer sur tel ou tel type de situation quand est-ce qu'on privilégie le judiciaire, quand est-ce qu'on peut en rester à de l'administratif. Donc vous avez ces Colden qui s'organisent dans les différents départements avec un Colden plénier et des Colden également restreints qui vont prendre des formes différentes selon les départements et donc en présence des procureurs, du préfet, des services déconcentrés de l'État, de la police nationale et des départements et avec la possibilité d'associer différents autres acteurs selon les thématiques ciblées.
avec en Colden, il y a du partage d'informations, notamment du partage d'informations sur des enquêtes en cours. Donc la nécessité de pouvoir, selon le formalisme, si on veut aborder des dossiers en cours, la nécessité d'avoir des personnes qui sont commissionnées et assermentées. Voilà, donc c'était un dernier point que je voulais évoquer sur l'école d'Aisne, cette animation des politiques pénales qui a permis, donc moi j'ai exercé pendant 7 ans en tant que donc, substitut du procureur chargé de l'environnement, et les Colden sont arrivés en cours de route. Donc j'ai exercé plusieurs années sans Colden, et ensuite mes 2 dernières années d'exercice avec un Colden, et c'est vrai que ce sont des outils qui sont précieux, parce que l'un des enjeux, on en est encore à avoir un enjeu fort pour les parquets de, comme je disais, bien identifier les acteurs et bien identifier les enjeux de nos territoires qui sont pas toujours évidents à cerner. Et donc voilà, je voulais faire ce dernier point sur le sujet politique pénale. Et j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu de vous dire. Donc, je vois qu'il est midi 19, donc on peut encore prendre 5-10 minutes pour si certains ont des questions. Ou pas, si tout le monde a faim. Moi, j'avais juste un petit témoignage de qui prévenir quand on voit des infractions ou des pollutions. On avait travaillé là-dessus avec la DDTM du Finistère il y a quelques années, en 2021, je crois. Et on était arrivé à un peu deux cas. Un cas où il y a une pollution qui a un impact fort et tout ça, et pour lequel on peut faire cesser l'impact si on agit vite. Et où là, on se dirige quand même vraiment plutôt vers les gendarmes et les pompiers, parce que eux, ils ont les moyens en fait de faire cesser les pollutions rapidement. Et plus des cas où là, c'est des choses un peu récurrentes ou des infractions lourdes ou des choses comme ça, où là, on va plutôt vers la DDTM ou l'OFB, quoi. Et on a une procédure en interne là-dessus voilà, pour choisir nos interlocuteurs en fonction des cas, quoi. Mm. Ça pourrait être intéressant à diffuser, non, Sylvestre? Cette Ouais, ben procédure en après interne. on se disait justement en la regardant là pendant l'intervention, on se disait qu'on pourrait peut-être l'améliorer, mais oui, si mon directeur est d'accord, on peut la diffuser. Je sais qu'il écoute aussi là, donc. Oui, oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Bon, bah, je crois que tout le monde a faim. Eh bien, merci beaucoup, Solène, pour ta présentation. Merci à tout le monde aussi pour vos retours et vos questions. Et du coup, ce sera en replay normalement, comme d'habitude, hein, visible sur le site de la TBVB ou la chaîne. Et Solène, je ne sais pas si je pourrais